Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zenicast, le deuxième épisode de cette saison 3. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, c'est avoir plus de 40 ans dans la tech. Alors, pourquoi ce sujet? Puisque j'ai été inspirée par un super Zenicast qui était être jeune dans la tech, donc je me suis dit, pourquoi pas faire être vieux dans la tech? Voilà, tout simplement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités. Aude, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aude Lemar-Verrier. Je suis product owner et je suis aussi manager de l'équipe produit sur un logiciel qui s'appelle Suite Topics. Et qu'est-ce qu'on fait en 2 secondes? On est une plateforme qui permet de simplifier la gestion de la documentation technique des entreprises, de la diffuser sur différents canaux, portail client, Internet et maintenant des chatbots. Et l'objectif, c'est que l'utilisateur trouve très rapidement l'info qu'il souhaite parmi tout ce monde de data. Et comme on parle d'âge, j'ai 50 ans. Merci Aude. Mads, tu veux prendre la suite? Allez, avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Mads. Je suis directeur technique chez Zenica. Je suis la caution Zenica du podcast avec Safia. Donc, moi, j'ai 43 ans. Je gravite dans la tech depuis une grosse vingtaine d'années à peu près. Et j'ai occupé plein de postes dans plein de types de structures différentes, de la start-up au cloud provider. Et donc finalement, c'est ce qui me donne une vision un peu élargie de notre métier, ce qui m'a amené tout doucement à la direction technique. Merci. Plaisir. Et Eric? Hop. Et bonjour, donc moi, Eric Despey, donc j'ai 46 ans, on va commencer par le plus difficile. Je fais de la direction d'équipe technique, j'ai fait pas mal de startups jusqu'à présent, et là j'ai intégré un grand groupe qui est Sanofi il y a quelques mois, donc très différent. Voilà. Ok, très bien. Je vais me présenter aussi et je vais donner mon âge surtout. Donc moi, je suis Safia Zouaoui, je suis product manager chez Zenica et j'ai 45 ans. Et c'est pour ça que le sujet m'inspire également et que j'ai voulu aussi en parler avec d'autres invités pour échanger des expériences en fait. Donc le sujet, c'est vraiment ça, échanger un petit peu des ressentis, des expériences tout au long d'une carrière. On parle pas de seniorité aujourd'hui, je tiens à préciser, hein, on parle pas de personnes seniors. On va plutôt parler de, qu'est-ce qui se passe en fait quand on arrive à 20 ans de carrière, peu importe ce qu'on a fait dans cette carrière-là, et comment on ressent les choses et comment on voit notre avenir aussi, parce que bon, c'est pas fini, hein, on est qu'à la moitié, hein, donc voilà, je vais commencer par quelques chiffres. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais sur le nombre l'âge moyen en fait dans la tech. Et d'après des données du collectif RH First Talent de 2020, dans la tech, il y a seulement 7,7% qui ont plus de 45 ans. Donc voilà, moi je considère que c'est une minorité. Oui, ça a l'air de t'étonner, Mads. Oui, je me dis qu'on n'est effectivement pas nombreux finalement. Je m'attendais à un peu plus. Oui, donc voilà, donc on fait quand même partie d'une certaine minorité, hein, on va pas se mentir. Et pour commencer ce sujet, on va parler de justement notre place dans ce monde de la tech. Et vous, comment déjà vous êtes qu'est-ce que vous avez fait dans votre carrière? Est-ce qu'il y a eu des grands changements, des grands bouleversements, potentiellement même des reconversions? Et comment vous avez vécu tout ça et aujourd'hui, comment vous le vivez? Là, par exemple, demain, si vous dites je cherche un job, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de plus compliqué ou justement avec l'âge, ça facilite les choses? Donc, je vais commencer, je retrace mon parcours. Donc, je suis ingénieure informatique à la base. Donc, j'ai commencé développeuse. Après, j'ai pris la responsabilité d'une petite équipe. Et puis, ensuite, je suis passée du côté obscur du produit, donc en évolution de carrière. Ce qui s'est passé, en fait, c'est un peu après 40 ans.
j'ai eu une petite prise de conscience en me disant, si tu bouges pas avant tes 45 ans, tu bougeras jamais. Et tu seras plus embauchable, donc tu vas stagner. Et c'est pas que l'émission m'intéressait pas, en fait, ce que je faisais. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans la même société de service. C'est surtout que tu arrives à voir l'échéance, que tu la voyais pas avant. Enfin, la retraite avant 40 ans, j'y pensais absolument pas. Mais là, c'est un peu comme quand tu as mis parcours d'une course, d'un projet, tu dis, ça y est, ça arrive. Donc, un peu après 40 ans, je me suis dit, allez, je me lance, je refais mon CV. C'est pas très risqué parce que j'étais en poste, puis les missions produits, ça m'intéressait. Mais c'était pour voir un peu ce que tu disais, un CV d'une personne, d'une femme en l'occurrence, de plus de 40 ans dans la tech, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'était en 2018. Est-ce que ça va marcher ou pas? Avec l'âge, je trouve que j'ai fait une recherche plutôt ciblée. Donc, je trouve que c'est un des avantages quand on a de l'expérience, c'est qu'on sait mieux ce qui nous convient, les gens avec qui on a envie de travailler et les trucs qu'on veut surtout pas. Voilà. Est-ce que ça marchait ou pas cette recherche? Donc j'ai eu des refus d'emblée, politiquement correct, c'est madame, vous avez trop d'expérience. Alors qu'en vrai, la fiche de poste, ça pouvait tout à fait correspondre, je le pensais. Mais finalement, j'ai pas mis tant de temps que ça à trouver un poste, donc produit, puis qui a évolué en management dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et je m'ennuie toujours pas et j'ai pas du tout regretté d'avoir fait ce changement post 40 ans. Merci Aude. Eric, tu veux nous partager ton expérience? Oui, alors peut-être un petit peu différente. Moi, j'ai eu la chance je sais pas si c'est une chance, mais la chance de continuer dans le même fil sans trop me poser de questions. La charnière, c'était il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant, où j'ai cofondé une startup, où là, on passe du côté j'agis au côté je pilote. Et peut-être dans mon esprit, ça fait plus vieux, voilà. mais suite à ça, j'ai eu quelque part dans une recherche, je me rappelle plus exactement quand, mais peut-être par là, un petit peu après, quelqu'un qui m'a dit justement, ça y est, maintenant tu es dans la deuxième partie de carrière, qu'est-ce que tu veux faire? Un coach. Moi, me sentais jeune dans mon esprit, voilà. Donc ça m'est passé au-dessus, ça m'est revenu plus récemment, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de startups. Donc beaucoup d'ambiance très jeune, avec des moyennes d'âge pas très loin des 30 ans. Et ça fait peut-être pas loin de 10 ans que je suis dans les top 5 ou 6 plus vieux. Et donc, il y a une question de à quel moment je serai plus embauchable, qui m'est venue à l'esprit, qui me faisait partir, dire un jour, je vais aller dans un grand groupe et je vais me ranger. Je suis allé dans un grand groupe, c'était pas la réflexion, mais peut-être ça tombe bien, je sais pas, peut-être que c'est inconscient. Mais il y a une question comme ça qui traîne. Ouais, voilà. Ok. C'est intéressant ce que tu dis sur la notion de mi-parcours, parce que la réalisation, pour moi, elle date d'il y a quelques mois, donc c'est assez récent. Et parce que je me dis, tiens, finalement, où j'en suis? Donc, tu vas sur je sais plus comment ça s'appelle, mon compte retraite, ou bref, ce truc du .gouv.fr. Et je me dis, alors, j'en suis où? Et en fait, j'ai commencé à travailler très, très jeune. Donc, mes premières cotisations, je suis gamin, tu vois, j'ai 17, 18 ans. Et en fait, j'ai jamais vraiment cessé de travailler à partir de ce moment-là. Et je me dis, tiens, finalement, je dois être déjà pas mal. Et donc, je découvre que, d'une part, je suis encore 2 trimestres de la moitié, donc j'ai même pas atteint le cap de la moitié. Merde, il me reste encore tant que ça. Et du coup, il y a une espèce de réalisation de ce moment-là, de se dire, mais alors attends, j'ai 20 ans de carrière. Je reviendrai un peu après sur comment je suis arrivé là, mais j'ai une vingtaine d'années de carrière. J'en suis là. Et en fait, il me reste encore une moitié à faire. Aujourd'hui, je suis directeur technique, je suis plutôt content de cette progression, tu vois. Je me dis, ok, mais du coup, je fais quoi sur la deuxième moitié? C'est ça. Et comment se construire la suite? D'autant qu'en plus, et c'est là que j'arrive sur la partie comment je suis arrivé là, je viens pas de la tech, moi, au départ. Au départ, je fais du cinéma, donc absolument rien à voir avec l'info, mais je bidouille les ordi depuis que je suis gosse. Et en fait, suite à, comme d'habitude, c'est de la réorientation, parce que finalement, ça marche pas comme on l'attend, ça marche pas comme je veux, etc. Je me retrouve à faire de cette passion qui est le développement un métier. Et donc, j'embraye là-dessus. Et j'embraye là-dessus de façon un peu absurde, en me disant, tiens,
en fait, je me lance en freelance, alors que j'ai quasiment pas de réseau. Et j'ai un coup de peau, c'est que ça marche parce que je rencontre les bonnes personnes au bon moment, dont Eric, puisque ça fait hyper longtemps qu'on se connaît et qu'on se croise dans différentes conférences, à commencer par Paris Web, c'est par là qu'on se rencontre au départ. Et moi, je débute tout juste. Et finalement, la chance que j'ai dans ce début de carrière, c'est de trouver les bons contacts, les bonnes relations. Et c'est vrai que sur tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu trop de difficultés à trouver l'environnement suivant, je ne vais pas dire la mission d'après, mais l'environnement d'après, parce que le réseau, le lien, les contacts via les conférences, via plein de trucs, font que c'était facile d'aller réactiver, d'aller chercher des gens, de dire « Ah tiens, est-ce que tu as un truc, une proposition viens, on bosse ensemble, on fait des choses ». Donc, tout ça s'est construit, mais c'était un peu de bric et de broc à base de 2 ans par-ci, 3 ans par-là, tu fais un truc, c'est sympa, j'arrive au bout, je change, je fais autre chose. Là, effectivement, je commence à me dire, OK, alors finalement, dans cette progression de carrière, aujourd'hui, je suis à un poste qui est plutôt chouette, avec un salaire qui va aussi avec. Comment est-ce que je détermine la suite? En fait, j'en arrive à un point où je me dis, je peux plus me dire, oh, dans 2-3 ans, c'est bon, je vais faire autre chose et tout. Parce qu'on va me dire, mais vous êtes trop cher. Oui. On va me dire, vous avez trop d'expérience. On va me dire, bah non, ça correspond pas. Et donc, en fait, ça peut plus être du papillonnage, mais ça demande, je crois, de commencer à construire une vraie stratégie en disant, bon, bah, en fait, où tu veux aller maintenant. Et il faut que ça s'inscrive peut-être plus sur des temps un peu plus longs, avec une vision un peu plus approfondie que juste, tiens, je vais tester ça et on va voir. C'est vrai qu'on arrive à des niveaux, et moi, je me suis posé la question après 40 ans, en fait, de qu'est-ce que je fais de ma deuxième moitié aussi, hein, j'ai les mêmes réflexions que vous, hein, et je me suis posé la question de faire complètement autre chose, voire de la reconversion, voire revenir à mes premiers amours, qui est la neuropsychologie. Mais on m'a dit, bah, faut reprendre depuis le début, madame. Et là, bah, je me dis, est-ce que j'ai la force, en fait, aujourd'hui, à 45 ans, de reprendre un truc du début et de me mettre un petit peu dans ma tête dans la catégorie des juniors. Alors, je ne sais pas si vous ressentez la même chose. On peut commencer par toi, Eric. J'ai pas trop eu la question de la reconversion. Ouais, ok. J'ai toujours, comme tout le monde, le rêve de qu'est-ce que je ferais autre chose si jamais j'avais pas la contrainte Oui. financière. Moi, j'ai ressenti plutôt le côté prison dorée, la chance d'avoir des bons postes et donc des bons salaires. Et donc, peut-être que ça me vient même pas à l'esprit parce que je me vois pas baisser le train de vie qui monte plus facilement qu'il ne baisse. Et donc, recommencer à zéro, j'ai beaucoup de reconnaissance. Je trouve très courageux les gens qui le font. Mais je me vois pas le faire. Justement, j'ai l'impression d'être déjà passé dans le couloir où on revient pas en arrière, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas eu cette envie-là, en fait, juste parce que mon métier me plaisait et je trouve qu'il a évolué et qu'il évolue encore beaucoup. Donc, du coup, je me suis pas posé cette question de la reconversion. Peut-être pour les années à venir, on ne sait pas. Alors oui, après, c'est vrai qu'on a des métiers qui évoluent quand même beaucoup. Donc, je pense que c'est aussi une chance d'être dans le milieu de la tech parce que c'est en constante évolution. Donc, effectivement, je pense que c'est bien. Mads, tu envisages une autre reconversion encore dans ta vie? Encore une. Ouais, c'est ça. Non, mais alors, en vrai, c'est une vraie bonne question. Parce que suite à divers événements, je me suis vraiment posé la question aussi de me dire, en fait, est-ce que la suite, ça continue dans la tech ou est-ce que c'est dans un autre univers complètement? Et je trouve que j'aime toucher à plein de trucs, donc forcément, je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être ça, etc. Mais c'est ce que tu disais, Eric, tu vois, il y a cette notion aussi de train de vie, de la famille, des enfants, enfin, c'est très facile. Je me souviens quand j'avais démarré en free au départ, donc j'avais 24, 25 ans, un truc comme ça. Et donc j'étais allé voir mon banquier en disant, bah, il me faut un compte pro, parce que j'aurais une activité professionnelle. Et donc, mon banquier me dit, ah, vous allez faire quoi? Je lui raconte un peu, il m'a dit, ah, j'aurais bien aimé, moi, faire ça, pouvoir me lancer, ma propre activité. Mais bon, j'ai 50 ans, je vais plus le faire. Et je me disais, oh, c'est hyper triste. Enfin, si tu veux le faire, vas-y, quoi. Et là, je suis même pas à 50 ans et je fais, ouais, vas-y, mais il y a des contraintes quand même, c'est pas si facile, quoi. Il va falloir vraiment se décider à ce qu'on veut faire, à quoi on est prêt à renoncer aussi. Et puis, se lancer quand tu as 20 piges et que tu es tout seul, tu as que toi à assumer, bon, bah, tu te plantes. Quand tu as une famille à emmener, des responsabilités qui vont avec, etc.,
Et le risque, il se calcule un peu plus quand même, donc c'est un peu plus compliqué. Et je m'étais un peu penché sur les mécanismes d'accompagnement à la reconversion et ce qui existe. Donc, il y a des dispositifs d'État qui permettent de notamment faire des maintiens de salaire. Alors, j'entrerai pas dans le détail exactement, chercher les... je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais ça s'appelait le fonds GESIF pendant très longtemps. En gros, il y a des dispositifs, il faut monter un dossier, on présente, on dit voilà, j'ai envie de faire ça demande tant de temps, j'ai trouvé tel organisme de formation, ça va coûter tant, mon salaire actuel c'est tant, il y a une mise en disponibilité qui est faite, un maintien de salaire, etc. Donc sur le papier, c'est hyper bien. Dans la réalité des faits, en vrai, on vous dit, en gros, si votre formation elle dure plus de 3 ans, cherchez pas, ça sera pas finançable, ça va coûter trop cher. Si votre niveau de salaire il est trop important, en fait, ça va coûter trop cher. Et pas parce que ça vous exclut, mais juste le dispositif vise à aider un maximum de gens. Et donc forcément, s'il finance une personne avec un salaire à 80K pendant 5 ans, ils excluent de fait plein d'autres personnes parce que ça bouffe une énorme partie du budget, quoi. Donc, ils vont dire non à ce type de dossier. Donc c'est vrai qu'en fait, oui, on se dit qu'il y a des possibilités de reconversion, mais la réalité, c'est que c'est pas finalement si facile. Et ça rejoint le concept de prison dorée que tu évoquais, c'est que on s'est aussi dirigé dans une voie où c'est très confortable aujourd'hui, mais en sortir demande un effort nettement plus important. Oui. Et puis, justement, comme c'est un milieu qui évolue, je pense que voilà, on a quand même cette chance d'être dans un milieu qui bouge quand même beaucoup. Avec des nouvelles générations également qui arrivent et peut-être des mindsets un petit peu différents, ou en tout cas, c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question du mindset et de comment faire cohabiter des jeunes qui sortent de l'école avec des personnes qui ont 40, 45, 50 ans. Comment vous ressentez, vous le vivez aujourd'hui? Alors, en préparant le podcast, moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses que j'aimais pas quand j'étais plus jeune et que je travaillais avec des personnes plus âgées, ou même des choses qui peut-être pourraient arriver maintenant. Et ce qui est ressorti, c'est le côté j'ai plus d'expérience que toi, donc je sais et toi tu sais pas. Ou alors on a toujours fait comme ça et ça marchera pas. Et en fait, aujourd'hui, on peut pas du tout être dans cet état d'esprit-là. Parce que les technos, elles évoluent très très vite, les usages aussi. Donc de toute façon, tu es constamment en train de te remettre en question. Et dans ce métier, quel que soit ton âge. Donc en fait, à chaque fois, je me repose la question, est-ce que moi, je sais des choses et les autres, ils savent pas? Mais en fait, je sais des choses parce que j'ai plus d'expérience, mais ils savent des tas d'autres trucs que je sais pas. Et du coup, la cohabitation, je pense que elle marche dans ce sens. Si tu te respectes et que tu prends en compte les connaissances des autres et les tiennes, et ben là, ça va marcher. Et après, ce que je me disais aussi, c'est qu'il y a peut-être une déformation professionnelle du métier de product owner parce que tu t'es experte d'une partie du produit, mais en fait, tu te bases sur les experts aussi. Tu te bases sur les devs, sur les designers, sur les métiers. Donc, en vrai, le but du jeu, c'est vraiment tu prends la connaissance de chacune, de chacun, et pour trouver le compromis, pour arriver à faire avancer le logiciel. Donc, tu peux pas être dans la posture de certitude et je sais, et toi, tu es plus jeune, tu sais pas. Et je trouve que quand tu es dans cet état d'esprit-là, de partage, plus que d'imposer ton savoir ou ton âge, et ben, dans les équipes, ça marche. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, d'autant plus qu'on a travaillé ensemble, Aude, sur, je pense, un des plus beaux projets que j'ai fait, moi, dans ma carrière, en tout cas. Et c'est vrai qu'il y avait une synergie entre toutes les personnes de cette équipe. Et pourtant, il y avait des différences d'âge qui étaient juste dingues, mais on ne le voyait pas du tout. Et je trouve, moi en tout cas, je trouve que c'est un bel exemple de synergie et dans une équipe où vraiment il y a des expériences qui sont très, très différentes. J'ai adoré. Donc, voilà. Ok, c'est super. Mais voilà, voilà, très bel exemple de quelque chose qu'on a pu vivre toutes les deux, donc c'était cool. J'ai l'impression que, en fait, l'évolution des carrières dans nos métiers, ça peut prendre 2 axes. C'est soit il y a un domaine dans lequel on a envie de creuser une expertise réellement en profondeur et on peut aller vraiment très, 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 très loin parce que, encore une fois, les technos évoluent, c'est des trucs hyper vastes et on
peut se dire qu'on devient super expert sur un truc vraiment très, très, très pointu et hyper niche, mais qui est nécessaire, et donc ça en fait une très, très grosse valeur ajoutée. Soit la valeur qu'on gagne finalement dans notre expérience, c'est le fait de graviter sur des sujets de plus en plus larges, de plus en plus vastes. Et finalement, c'est intéressant parce que tous les 4 là autour de la table, on est soit sur de la direction de produit, soit sur de la direction d'équipe. En tout cas, voilà, à chaque fois, il y a cette notion de direction. Tu vois, on pilote des choses. Et finalement, ça fait de nous, je crois, des gens moins experts de terrain précis. Enfin, moi, en tant que directeur technique, il y a des gens ici chez Zenica bien meilleurs que moi sur plein de domaines. Et heureusement, je veux dire, j'ai pas du tout la prétention d'être meilleur qu'eux. Mais on fait des bons généralistes. On connaît très bien comment les synergies peuvent se mettre en place, comment ça se structure. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est d'aller se nourrir aussi, nous, de ces jeunes générations qui arrivent, qui ont envie de découvrir plein de trucs, qui arrivent avec des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, des nouveaux savoirs, des fois, qu'on soit capable peut-être de challenger ça en disant « Oui, tu sais, par le passé, on a tenté ça, ça ne fonctionne pas, mais c'est bien d'essayer. » Ou inversement, de se dire « Tiens, c'est hyper intéressant, j'avais encore jamais vu venir ce concept, mais voyons comment est-ce qu'on peut l'intégrer, comment est-ce que ça peut marcher. » Et en fait, finalement, j'ai l'impression que pour faire écho à ce que tu disais sur des projets où il y a de la différence d'âge, mais tu le sens pas, je pense que tu le sens pas à partir du moment où il y a de l'humilité et où nous, en pilotage, on est capable d'insuffler cette humilité en disant « Bah oui, mais c'est pas parce qu'il vient de sortir d'école qu'il y a des choses intéressantes aussi dans ce qui arrive, et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on a la certitude, quoi. » Là, je pense qu'il y a le point intéressant là, et aussi qu'a soulevé Aude, qui est aujourd'hui, je sens pas la différence avec mes équipes. Il y a une partie de la réponse, c'est peut-être le milieu tech, j'en parlerai après. Il y a une deuxième partie de la réponse qui est que je sentais la différence quand j'étais jeune. Et ma peur, c'est que je ne vois pas la différence que eux voient. Et à quel point je peux être en décalage sans m'en rendre compte. Et j'ai une anecdote, alors je sors toujours la même, mais je me rappelle, c'est quoi? C'était 2017, donc ça commence à faire du temps. C'était déjà pas tout récent, mais dans mes équipes, à un moment, il y a un product owner qui a sorti quelque chose, j'ai dit fulgure au point en pensant à Goldorak. Et j'ai vu toutes les équipes regarder avec des grands yeux. Maintenant, c'est peut-être revenu à la mode, mais ils ne savaient même pas ce que c'était. Et c'est la différence culturelle de ce type-là, de référence, de savoir de quoi on parle, toujours qui là est prégnante. Par contre, peut-être côté tech, on a la chance d'être dans un bain justement qui bouge beaucoup, qui a toujours été très numérique, et je ressens pas ce que j'ai l'impression de voir à la télé ou dans d'autres corps de métier, de gens qui sont totalement déconnectés et perdus dans la technologie et qui sont plus capables. J'ai l'impression qu'on n'a pas ça. Je ne crois pas à la notion de génération Z, génération Y et je ne sais quoi. Peut-être parce que moi, je me sens plus comme ça que dans les plus vieux, mais j'ai pas l'impression qu'on ait ce décalage-là dans la tech. Donc on a peut-être cette chance-là d'évoluer facilement avec la tech. Mais il y a le côté du à quel point quand moi je me sens intégré dans l'équipe, est-ce que en fait tellement je suis pas le directeur, le vieux directeur qu'on met de côté et qu'on lui dit pas mais ça se passe bien. Donc il y a cette crainte là quand même. Et peut-être parce que à notre époque, enfin, je pense que c'est le premier chiffre que tu as donné, qui était le 7% de plus vieux, on va dire. Je sais pas si c'était le cas avant. Mon impression, c'est qu'il y a eu un moment un boom de nouveaux recrutés d'écoles informatiques, d'écoles techniques, qui fait qu'on a une pyramide qui est très élargie à la base. Elle était déjà à notre époque, mais finalement, il n'y avait pas grand monde. En tout cas, mon impression, que c'était qu'il n'y avait pas grand monde. Et donc, j'avais moins ce décalage. Alors que maintenant, la pyramide est très large en bas. C'est peut-être ce qui facilite le fait qu'on ait justement des postes de direction, parce qu'il y a moins de vrais seniors en termes d'âge. Et est-ce que sur les prochains qui arrivent, qui vont monter dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'ils auront cette possibilité et est-ce qu'il y aura effectivement ce décalage de gens qui sont mis dans des voies de garage ou qui n'ont pas réussi à évoluer et qui vont rester dans des vieilles habitudes, dans des vieilles façons de faire, et d'autres qui vont pas rester. Et ça, effectivement, j'ai pas la réponse. Mais ça me travaille sur comment moi je serai dans 10 ou 15 ans, parce que je me sens à la fois vieux sur plein d'aspects, mais à la fois, j'ai pas l'impression d'être limité. Mais dans 15 ans, quand j'aurai... il faut que je compte. Quand j'aurai 60 ans, je sais pas si je serai pas un peu plus limité sur ma plasticité à changer, à évoluer. Et qu'est-ce que ça va donner à ce moment-là? Et ça fait partie de mes questions.
Et j'ai la chance justement d'être dans la partie plutôt management de direction, qui permet de pas toujours avoir besoin de se mettre à jour précisément, profondément technique. Sur plein d'autres choses, oui. Mais j'ai plus besoin de faire la compétition de qu'est-ce que je connais pas. Et je pense qu'il y en a qui nous font écouter, qui sont dans cette partie technique, justement, qu'on fait ce choix technique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile et je sais pas encore, j'ai pas la réponse sur comment se tenir à jour. Oui. Puis en plus, les technos, très rapidement, l'IA arrive. Il y a plein de facteurs, effectivement, qui font que on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Mais en tout cas, je pense que la force qu'on développe, c'est de l'adaptabilité. Et que je pense que c'est vraiment une qualité pour faire en sorte de kiffer sa carrière. Je vais le dire comme ça. Et puis, justement, on voit que cette adaptabilité, elle nous permet de pouvoir travailler avec plein de profils différents, des âges différents, et puis de faire de la diversité une force, en fait. Et justement, en parlant de diversité, j'aimerais, comme dernier sujet, aborder la place de la femme qui a plus de 40 ans dans le milieu tech. Et alors, on voit aujourd'hui énormément de témoignages. Ça a été des sujets en fait qui sont assez ressortis ces dernières années sur l'inclusion, etc. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que c'est juste une histoire de force de caractère? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des expériences, des sujets justement autour de ce que vous avez vu des différences entre genres dans des traitements ou dans la place dans une équipe? Moi, j'ai toujours travaillé dans des milieux très, très masculins depuis mes études jusqu'à maintenant. Pour moi, ça ne devrait pas faire de différence. Parce que si on se respecte et puis si on est aligné sur la mission, c'est pareil. Par contre, il y a des trucs qui me gênent et qui m'ont gêné effectivement, c'est le fait que des fois on a considéré mes compétences techniques en fonction de mon genre. Donc j'ai fait une école d'ingénieur qui est très dev. Et en fait, depuis le début, il y a toujours eu ce truc de mais est-ce qu'elle va vraiment y arriver parce que là c'est quand même technique. Bon, t'es sûr qu'on lui pose la question? Et ce qui est rigolo, c'est que je trouve que ça s'estompe avec l'âge. Alors, je suis pas partie dans la voie expert technique, mais quand même, dans les gens qui me connaissent pas, je trouve qu'avec l'âge, il y a moins d'a priori. Peut-être qu'il y a une évolution de la société, ou peut-être c'est juste, si ça fait tellement longtemps que tu es là, peut-être que tu comprends des trucs quand même. Oui, moi, la différence, je l'ai forcément ressentie. Et je pense aussi que mon évolution vers le produit, vers le management aussi, il y a de ça. Le fait que c'est un peu fatigant d'avoir à justifier auprès de gens qui te connaissent pas que oui, tu es capable techniquement, comme toutes les autres personnes qui sont développeuses ou développeurs. Donc, il y a un peu cette usure-là qui a fait que j'ai sans doute bifurqué. Ouais, alors bon, effectivement, témoignage de mâle blanc de 40 et quelques années, donc autant dire que mon avis a forcément de l'intérêt. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur cette notion de bifurquer. En fait, dans les équipes que je côtoie aujourd'hui, chez les différents clients qu'on suit, finalement, on retrouve cette proportion hommes-femmes dans les populations dev où effectivement les femmes sont très peu représentées. C'est pourquoi c'est un sujet qui a déjà été suffisamment analysé. Donc, on sait très bien qu'il y a un biais de sélection à l'entrée qui fait que, du coup, il n'y a plus beaucoup de gens qui restent à la fin. Mais du coup, je vois aussi que là où les femmes sont un peu plus représentées dans les équipes, c'est finalement sur le produit, sur le management. Donc, c'est souvent de moins en moins dans la technique, et souvent parce que, encore une fois, tu vois, c'est je pense, ce biais sociétal de on dédie la femme plutôt au care, donc ça veut dire que c'est l'environnement du soin, et donc on s'occupe du produit, de ce qui va autour, tu vois. La technique, c'est un truc de bonhomme, tu vois. Et donc, on en revient toujours à ces mêmes biais, et ça m'attriste profondément, parce que je pense qu'il y a des gens avec énormément de talent
qui ont été, pas, je vais pas dire mis de côté, mais poussées sur une autre voie, dans lesquelles elles sont aussi très compétentes, mais c'était pas forcément nécessaire de pousser vers cette voie-là, quoi. Alors après, je suis d'accord qu'effectivement, avec l'âge et l'expérience, on finit par se dire, oui, mais elle doit quand même savoir de quoi elle parle, parce que bon, elle est là depuis un bout de temps, et puis bon, donc on écoute plus, mais j'ai l'impression que ça demande quand même un acharnement. Enfin, toutes les femmes que je connais sur des strates de direction, c'est des femmes qui ont un caractère. Elles se sont jamais laissées marcher sur les pieds pendant 20 ans de carrière, quoi, parce que t'as pas le choix en fait, quoi. Et c'est quand même dommage c'est quand même dommage. Bon, voilà. Après, est-ce que et ça rejoint peut-être ce qu'on évoquait un peu plus tôt, mais finalement, il s'est passé plein de choses ces dernières années, tu vois. On est en post-MeToo, etc. J'ai l'impression qu'on est on a des jeunes générations qui sont plus sensibles à ces questions-là. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va influer? J'ai pas l'impression qu'en école d'ingé, pour le moment, il y ait beaucoup plus de femmes qu'il y en avait il y a 10-15 ans. Mais je peux me tromper, je connais pas les chiffres exactement, donc je veux pas non plus dire de bêtises. Mais bon, peut-être que le changement se fera, mais peut-être plus à bas bruit que dans une grosse révolution, je sais pas. Mais il y a un gros travail, en tout cas de notre part, côté, encore une fois, senior, encadrant, direction, etc., de veiller à maintenir justement cette équité et cette diversité, je crois. Je suis convaincu qu'il y a des efforts qui sont faits, mais si j'ai l'anecdote à donner quand même, sur ce que j'ai vu des reconversions. On a parlé de reconversion, je trouve ça très courageux. J'ai vu des reconversions vers les devs, et plus souvent des hommes, et j'ai vu des reconversions depuis le développement vers l'extérieur, et plutôt des femmes. Et donc, même s'il y a des efforts qui sont faits, c'est clair qu'on a encore un problème, que je ne sais pas, j'ai pas la solution, hein, j'aimerais bien, parce que j'ai toujours l'impression d'être dans des environnements où on fait des efforts, et où, plus que des efforts, où l'environnement est bon, c'est-à-dire une volonté, mais les résultats ne sont pas là. Et donc, il y a encore quelque chose à trouver, je pense, et je ne pense pas qu'on puisse dire que oui, ça va que dans la bonne direction, tant qu'il y a des reconversions de gens qui s'en vont de la technique, et que là, il y a une différence genre assez forte. Je voulais compléter. Donc moi, je fais souvent des interventions auprès des collégiennes et des lycéennes pour promouvoir les métiers de la tech. Et en truc qui change pas, je trouve que il y en a très peu qui disent moi je veux faire du dev. Ça évolue pas. Par contre, un truc qui change, c'est effectivement il y a de la prise de conscience dessus et il y a de plus en plus d'actions qui sont faites sur ça, et pas que une fois que tu as passé le cap de ton diplôme, hein. Donc on parle de collège. Donc je voulais citer deux types d'actions. Donc les journées filles, maths et informatique, une équation lumineuse. Il y a le collectif Elsteam, et l'idée en fait c'est que ces jeunes filles, elles rencontrent des rôles modèles. Et des rôles modèles, ça ne veut pas dire le top management, des gens qui ont des prix Nobel, etc. Ça veut dire des femmes qui aiment leur boulot, qui sont dans les sciences, qui sont dans la tech, et qui, à côté de ça, ont une vie perso épanouissante aussi, qu'elles aient des enfants ou pas, qu'elles aient des activités. Et il y a vraiment, je trouve, dans ce qui a changé, en tout cas moi, ce que j'ai vu changer, c'est la recherche de l'équilibre vie pro, vie perso. Et le droit à je me déconnecte de mon travail. Enfin, je suis pas tout le temps focus sur le travail. Et je pense que ça va faire un changement aussi, sans doute, parce que ça, c'est bénéfique pour les femmes, les hommes, la société en général. Et en tout cas, il y a souvent une peur des jeunes filles de pas pouvoir avoir cet équilibre-là. Et en anecdote que je voulais citer, quand j'ai commencé à bosser, moi, quand je partais avant 18h, j'avais mon patron qui me disait toujours non, mais t'as pris ton après-midi là, Aude. Et j'espère que ça se fait plus trop. Mais en tout cas, les femmes, mes collègues femmes, elles essayaient de faire des horaires à peu près raisonnables. Et puis mes collègues hommes, il restait 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus pour parler boulot. En fait, est-ce qu'ils étaient plus efficaces? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus ancré dans la société. Et là, aujourd'hui, c'est pas du tout choquant de voir un père, une mère qui dit non, là, la réunion 18h, je peux pas, j'ai mon enfant à aller chercher. Ou même juste, là, on est fatigué, on rentre chez soi, ou j'ai un cours de dessin, j'ai mon sport, etc. Et je trouve que ça a changé dans la société.
et c'est un effet positif pour nous tous. Je suis complètement d'accord avec ça. Et il y a une tendance qui m'inquiète, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui est le 996, qui est un truc qui vient de Silicon Valley, évidemment. Évidemment, tout se crée là-bas. Et qui est une espèce de tendance à pousser les gens à bosser de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Et où vraiment on se dit, mais à quel moment vous vous dites que ça va bien se passer? À quel moment vous vous dites que les gens vont être sous pression en permanence et que vraiment, il n'y aura aucun souci, vous allez gagner en productivité? Parce que c'est ça qui est l'attendu derrière. Et pour moi, ça vient avec pas mal de choses qui méritent de se re-questionner. Alors, on sort du sujet de 40 ans et plus dans la tech, même si. Mais vraiment, on voit, alors que en période de Covid, on a très bien su gérer le télétravail, on voit un rappel sur du présentiel obligatoire. Et il y a plein de petites strates qui sont en train de se déliter, où on avait finalement gagné des choses en équilibre vie pro, vie perso, et qui se passait plutôt pas mal. On est en train de reperdre un peu, et je pense qu'à notre échelle, c'est dommage. Qu'à l'échelle de la société, c'est triste. Mais on se trompe peut-être parfois de certains combats sur où est-ce qu'il faut mettre le bon curseur et qu'est-ce qu'on cherche en sacro-sainte productivité. Je pense qu'il faut veiller. Rien n'est jamais acquis, quoi. Après, moi, je pense qu'on est une génération qui avons vécu beaucoup de bouleversements au travail. Et justement, je pense qu'une de nos missions, ça peut être aussi d'alerter en disant « Oh, on a essayé, ça marche pas », être fatigué, être crevé, ça te permet pas d'être plus performant. Il y a plein d'études faites par des scientifiques, des vrais, qui prouvent que il faut se reposer pour être plus performant. Et donc, je trouve que nous, notre génération, on est peut-être aussi là pour faire en sorte que la qualité de vie au travail, elle soit meilleure, parce qu'on a vécu, on nous a fait vivre plein de choses qui étaient pas toujours drôle, hein, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a pas toujours été super sympa. Et je trouve que là, on arrive quand même à quelque chose de plutôt cool. Et moi, j'avertis les jeunes en disant non, mais arrêtez de travailler tous les soirs, ou parce que ok, c'est bien d'avoir des activités perso à côté, mais le cerveau, il peut aussi à un moment cramer, quoi. Alors, je pose la question, j'ai pas la réponse, hein, mais à quel point justement c'est pas un biais de plus vieux? Je me rappelle mes parents qui regardaient, mais attends, t'es super confortable, t'as 5 semaines de congés payés. Oui, c'est vrai. Et à quel point quand on se dit que effectivement maintenant j'ai l'impression qu'on a plus de facilité, même s'il y a un petit retour effectivement en arrière, qu'on a des RTT, on a plein de choses. C'est pas choquant quelqu'un qui part à 5 heures pour aller prendre ses enfants à l'école, et c'est super. Mais à quel point, en se disant c'est bon, c'est fait, on n'est pas en train de limiter les suivants qui en fait devraient aller plus loin ou devraient aller sur d'autres sujets, de la même manière que mes parents me limitaient en me disant mais pourquoi tu cherches des RTT, t'as déjà 5 semaines, c'est énorme, et de se dire en fait il y a peut-être encore d'autres choses à trouver derrière, quoi. Oui, ouais. Je suis complètement d'accord. En fait, j'ai l'impression que ça fait... Je reformule mon idée. Je vais y arriver. Moi, je me suis toujours dit, ok, je vieillis, fatalement, je vieillis. Mais tant que j'arriverai à comprendre ce qui se passe, c'est que ça va, je serai toujours suffisamment dans le coup, pour reprendre une expression de vieux, et que je pourrai continuer, tu vois. Et qu'à partir du moment où je comprendrai plus ce qui se passe et je comprendrai plus ce qui se dit, ça sera un moment de tirer ma révérence et de dire, bon, voilà, les gars, en fait, vous avez atteint des strates, moi, je ne suis plus capable de suivre. Aujourd'hui, je suis content, j'arrive toujours à suivre et c'est toujours bien, quoi. Mais du coup, je pense que c'est intéressant, au-delà de juste l'aspect technique, de se questionner aussi sur le bon usage. Et c'est ce que tu disais, tu vois, de pas juste se dire bon, on a atteint un bon équilibre et on est bien, quoi. Mais d'aller questionner, d'aller challenger, de face à de nouvelles personnes rentrant dans notre écosystème, de dire ok, tu me dis que tu as besoin de ça, vas-y, explique-moi. Pourquoi tu as besoin de ça? J'ai besoin de comprendre. Parce que moi, je vais peut-être pouvoir t'aider à obtenir ça, en fait. Et finalement, c'est ça notre rôle. En tant que senior, en tant que plus vieux, c'est de mentorer finalement aussi ces jeunes générations qui arrivent. Oui, complètement. Et du coup, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Oui,
au-delà du genre, on a parlé de l'âge Mmh. aussi. Pour moi, c'est la diversité qui va faire Ouais. la force de l'équipe. Et au contraire, si tu es dans une équipe où tout le monde pense pareil, où il n'y a pas de débat, et ben c'est là où il faut se poser des questions. C'est peut-être que tu passes à côté de tout un tas de choses, que peut-être tu vas pas prendre les bonnes décisions parce que tu as juste un axe de pensée. Donc des fois, c'est sûr, quand il y a des débats, c'est pas facile, hein, que ce Oui. soit sur l'âge. Là, on a parlé du genre, d'autres choses, des débats techniques, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça permet de se poser les bonnes questions. Là, on parle de tech, donc de bien construire ton logiciel aussi. Et puis, en fait, si tu es aligné sur la mission, si tu es aligné sur les valeurs humaines, et ben, la diversité, par l'âge, par exemple, et ben, c'est très riche. Oui, je suis d'accord avec toi pour dire que allons vers plus de diversité, n'ayons pas peur, parce que c'est vraiment une force. Moi, je le vois, j'ai vu la différence en fait dans des équipes où ça me rappelle une de mes expériences sur un projet sur lequel j'ai travaillé et on n'était jamais d'accord. Personne n'était d'accord et en fait, on est tous super contents de ce qu'on a fait au final et justement, ça nous a permis d'avoir, des débats, tellement, passionnés et qui ont fait vraiment avancer les choses et qui nous ont fait aussi, voir les choses sous un angle différent et donc moi j'ai adoré, moi j'adore quand, les gens sont pas d'accord avec moi. Et ben, on arrive au bout de ce podcast. Je vous remercie pour ces échanges qui étaient super intéressants avec des expériences différentes. Alors, on revient sur la différence. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Je l'espère très bientôt avec un nouveau sujet. Merci. Au revoir.